Berton, poète national, libérateur de peuple, merci. Si peu que j'ai écrit, la littérature a été, est toujours toute ma vie. Occupe-toi pas tes conseillers politiques qui veulent te faire. Sois toi-même au bout. Tu vas... Merci. C'était un garçon mince aux yeux brillants, un peu sombre, mais toujours attentif. Étudiant modèle avec une belle petite boucle noire. Toujours. Oui, tu te rappelles de ça? Oh, oui, moi j'ai toujours été un bon élève, partout, même aujourd'hui. Je suis encore un très bon élève. Mais, par derrière moi, je n'en fais qu'à ma tête. Est-ce que Marie-André est là? Elle est demandée à la porte. Est-ce que Marie-André veut venir à la porte? Elle est demandée à la porte. Quand on s'est vu, moi, il ne m'avait pas séduite du tout la première fois, la Bibliothèque nationale. Je lui avais plutôt déplu. Plutôt déplu. Plutôt déplu. Il y a 14 ans. Tu vois, en 80. Moi, je connaissais sa poésie, mais je ne la connaissais pas physiquement. Je ne l'avais jamais vue. Je n'étais pas de Montréal. On se rencontre. Et comme il est, bon, le marivaudage, il me parle, il me fait des compliments, et je lui dis, vous savez, monsieur, j'aime beaucoup votre poésie. Hein. Il me dit, moi, madame, je ne veux pas qu'on aime ma poésie, je veux qu'on m'aime. Alors, je ne veux pas qu'on aime ma poésie, je veux qu'on m'aime. Je le trouvais, vraiment, je l'avais trouvé, c'est l'expression qui me dit à l'époque. Non, c'est pire, j'avais trouvé que c'était un genre de clown triste. Je dis, comment quelqu'un peut se donner un spectacle avec une douleur? Je sentais bien que c'était du chagrin. Bon. Comment il peut se donner un spectacle comme ça, devant des gens qu'il ne connaît pas? Comment il peut faire des appels amoureux à une femme qu'il n'a jamais vue de sa vie? Il fait constamment ça, c'est certain. Heureusement, on s'est vu dans d'autres circonstances après. Et là, ça a été l'autre face, l'autre homme. Je veux dire ici, là, le couloir de lumière, il est un peu partout. C'est où, ça? Ah, beaucoup, beaucoup. C'était bien comme tout à l'heure. Depuis le premier Miron, qui s'appelait Migneron, qui est arrivé au Canada en 1658, je suis le premier qui ne soit pas menuisier. Tous les autres, charpentier, menuisier, des générations de 1658 à moi, je suis le premier qui ne soit pas menuisier. Je le pense. Ce monde a trop peu de réalité. Je suis fait des trous noirs de l'univers. Parfois, quelquefois, en quelques lieux d'un paysage, bouge une splendeur devant soi qui repose là, dans sa migration. Et l'amertume d'être un homme se dissipe. Parfois, quelquefois, en quelques lieux d'un paysage bouge devant soi une splendeur qui repose là dans sa migration.
Et l'amertume d'être un homme se d'ici. Oui, ça c'est très beau, l'amertume d'être un homme se d'ici. Oui, parce que devant cet univers magnifique, hein, il me semble qu'il n'y aurait pas de poésie s'il n'y avait pas ce regard premier d'émerveillement dans la contemplation et la méditation du monde et l'exaltation où nous met justement le spectacle du monde et de l'univers. C'est un lien très primordial pour la poésie. Je pense qu'avant d'être poète ou scientifique, on est d'abord des êtres humains. Et le fait de s'émerveiller devant un spectacle de la nature, c'est pas propre ni à l'un ni à l'autre. Les enfants, c'est un sentiment d'enfant qui trouvent les choses merveilleuses et qui ensuite, selon son métier, choisissent ou bien de l'étudier scientifiquement ou bien de l'exprimer d'une façon littéraire. Moi, je suis toujours émerveillé par la parole. La parole, c'est quelque chose, quand on regarde dans l'évolution animale, qui apparaît de façon assez primitive chez les animaux, probablement d'une façon extrêmement utilitaire. Un cri, chez les oiseaux, il y a des cris qui veulent dire différentes choses. J'imagine que chez les singes, on voit déjà qu'ils ont un langage un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Tout d'un coup, avec l'apparition de l'être humain, le langage prend une proportion absolument fantastique. Il crée du nouveau. Il y a un très joli haïku japonais que j'aime beaucoup qui dit « J'ai vu une fleur sauvage, quand j'ai su son nom, je l'ai trouvée plus belle. » Et c'est tout à fait vrai. Quand on met un mot sur un objet, on l'appréhende mieux. C'est comme si on lui donnait une dimension qu'il n'avait pas avant l'apparition des êtres humains. Alors, c'est quand même extraordinaire de voir ce langage qui est né d'une façon utilitaire et qui devient un instrument d'embellissement de la réalité. Un poème, comme la musique, comme la peinture, quand ça existe, ça embellit la réalité. Regarde, c'est beau, ça. Hein, les couleurs. Ça, mon vieux, c'est une peinture abstraite. C'est du Pellan, ça. Hein, c'est du Pellan. C'est ce regard d'émerveillement qui, à un moment donné, m'a manqué. Et c'est arrivé au collège, j'avais 14 ans, et c'était le temps de l'étude, et j'étais dans un manque de ce monde qui m'avait nourri. Et à l'étude, comme ça, je voulais recréer cet envoûtement. Alors, j'écrivais mes beaux lacs du Nord, dans votre frisson de cristal. Tout à coup, le surveillant à l'étude dit Gaston Miron, debout. Je me lève debout. Apportez-moi ce que vous écrivez. Alors, je lui apporte. Il lit. Cela. Est-ce que vous savez ce que vous avez écrit? Non, j'écrivais, je pensais aux Laurentides, je pensais à la nature. Il dit, vous avez écrit un poème. Ah, un poème. Vous ne suivez pas les règles. Je me sentais mal parce que on me dit, je viens de faire un poème et je suis puni. D'une part. Bon, d'autre part, il ajoute, je vais vous apporter un traité de versification. Et pour votre pénitence, vous allez en apprendre un chapitre par semaine et vous allez venir me le réciter. Aujourd'hui, c'est la conclusion de notre cours. Une conclusion, je pense, un peu solennelle, puisque, pour employer des mots simples, nous avons la joie, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir le poète Gaston Miron, auteur de L'Homme rapaillé. Cette œuvre que 25 étudiants et étudiantes ont tenté d'analyser de l'intérieur. Bon, moi, j'étais un catholique de naissance. Bon, j'ai même été chez les frères. J'ai beaucoup aimé les frères. Parce qu'ils m'ont
appris ma langue française. Oh, le frère Alfred, il me faisait copier des poèmes, lui. Il ne nous donnait jamais raconter l'histoire d'une bûche, lui, comme composition française. Il disait, vous allez copier 10 fois le poème des correspondances de Baudelaire. À la 8e fois, il me semblait que c'était moi qui l'avais fait. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup, que je me suis fait la main, le métier. Le titre, je veux dire évidemment l'homme rassemblé, c'est-à-dire l'homme qui, par un effort de conscience, réussit à mettre ensemble les parties de lui-même qui étaient jusque-là tenues en distance de lui. Et c'est aussi, je pense, un rappel de ce vieux mot québécois, rapailler, de mettre ensemble, de faire un tout, faire que tout cela se tienne. En faire un homme debout, pour parler dans le sens peut-être de ce qu'est ce recueil-là. Et pour Gaston, c'est la même chose, on voit bien que c'est le recueil d'une vie. Alors, bonne lecture. Ça t'agate. On pense que c'est le... Quand tu es petit, tu penses que c'est le centre du monde. Il te semble que c'est le monde, c'est ton village, ta rue, tes amis, mais évidemment ta famille. J'ai très peu de souvenirs de mon père parce qu'il est mort en 1940. Je venais tout juste d'avoir 12 ans. Et un souvenir qui m'a marqué. Un soir, j'écoutais la radio et tout à coup le téléphone sonne. Et mon père disait, oui, qu'est-ce que tu dis? Répète. La conversation s'est terminée. Il a raccroché et il a dit, la France est tombée. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu pleurer mon père. 2 grosses larmes. Et il a ajouté cette phrase énigmatique pour moi à l'époque, mais que j'ai compris par la suite. Les Anglais vont encore nous mépriser plus. J'ai compris par la suite. Parce que pendant la guerre, on nous disait, vous voyez, les Français ont capitulé. C'est des ceci, c'est des cela. Regardez, l'Angleterre, elle, hein. Qu'est-ce que vous avez à... C'est à cause des Anglais qu'on est... qu'on se tient, puis que... D'un canard de Pisou, Saint-Béné de Batèche, Saint-Béné de Vimagané de Batèche, belle grégousse de vieille régine de Batèche. Quand je suis arrivé à Montréal en 1948, Montréal était la plus grande ville anglaise de langue française. Tout était en anglais. Je marchais sur la rue Sainte-Catherine. L'intérieur de moi, dans mon intérieur, j'entendais cette petite musique française de ma langue. Hein. Les fantasmes des mots dans ma langue, je les voyais. Et tout l'extérieur me niait. Je n'étais pas floche avec la réalité. Je ne coïncidais pas avec la réalité. Et c'est le sujet des monologues de l'aliénation délirante. Hein? Or, je suis dans la ville opulente, la grande Sainte-Catherine Street, galope et claque dans les milliers de nuits des néons. Moi, je gis, muré dans la boîte crânienne, dépoétisé dans ma langue et mon appartenance, déphasé et décentré dans ma coïncidence. Ravageur, je fouille ma mémoire et mes chairs jusqu'en les maladies de la tourbe et de l'être pour trouver la trace de mes signes emportés, arrachés. Hein, c'est d'autres signes qui étaient là. Ce n'étaient pas mes signes. Puis-je ici, ou ailleurs, ou autrefois dans mon village, je marche sur des étendues de pays voilés, notre pays. Je marche
avec un cœur de pâte saignante, parce que ça me faisait souffrir de voir de constater, de vivre cette situation. Et plus tard, je vais me révolter. Je crache sur votre argent en chien de fusil, sur vos polices et vos lois d'exception. Je vous dis non. Je vous réponds, je recommence. C'est non et non. Je vous garoche mes volées de copeaux de haine. Je vous garoche mes volées de copeaux de haine, de désirs homicides dans la batèche. C'est tout ça. Alors, vous voyez, c'est très lié à la langue. Toute ma démarche est très... Il y a toujours cette référence de la réappropriation de ma langue, mais aussi de la réappropriation collective de notre langue. Les deux. La langue, je nais dans une langue. Elle est déjà là avant que j'existe. C'est pas seulement un phénomène individuel, la langue. C'est quand même un phénomène collectif. La langue préexiste à ma venue au monde. Et elle est liée à une culture. Mais que le poème soit le chemin des hommes et du peu qu'il nous reste d'être fiers. Mon père était menuisier charpentier. J'allais souvent le voir travailler. Pour chaque essence de bois, il y avait un rabot, il y avait des scies aussi. Il était très méticuleux. Il allait jusqu'à la finition là, des choses. Hein? Je le voyais regarder une planchette là-bas, et là, il la remettait encore un petit, jusqu'à temps qu'elle soit tout à fait parfaite. Te souviens-tu, quand ton père est mort, ta mère est obligée de vendre tous les outils? Je me souviens que ça m'avait fait une peine immense. Et je pense que c'est peut-être là que j'ai cessé d'être charpentier menuisier. Ça me fait penser, dans un autre temps, mon père est devenu du sol. Donc il est mort. Il s'avance en moi avec le goût du fils et des outils. C'est comme une réappropriation des outils. De la lignée des métiers du bois. Mais sur le plan du matériau, d'un autre matériau qui est celui des mots. Des fois, on sent qu'il y a un poème qui tourne autour, ou ben non, qui se promène en nous, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Je sentais ce que je voulais dire, mais c'était encore indicible. Mais 4 ans que je peinais sur ce vers, que je trouvais pas ce mot-là, puis je le ramenais, puis je m'en allais sur la rue, je le mâchouillais dans ma bouche, puis tout ça. Hein? Bon, alors, tout à coup, j'ouvre un livre et je vois natal, endroit où l'on naît, où l'on est né. Endroit où on peut s'épanouir. Je dis, mon Dieu, heureux cas. Je vais trouver. Ben oui, j'ai dit, je suis ici, là. Puis c'est ça, en vue de ville et d'une terre qui te soit natale. Non seulement l'endroit où je suis né, mais en 1954, là, on disait qu'on était dans la grande noirceur. Remarquez que on m'a dit ça par après, parce qu'à l'époque, il me semble qu'il faisait clair. Mais en tout cas, on était mal, hein, ici, on était mal. Hein. On était mal dans cette province. Et combien j'ai vu d'amis s'exiler pour cette raison qu'ils avaient le sentiment de ne pas pouvoir s'épanouir ici. Et tout le monde même y songeait un peu. On songeait à partir. Hein? Parce que, et tout à coup, je vois ce mot. Mais j'ai dit, voilà le mot que je cherche depuis 4 ans. Le mot natal, que l'endroit, que le pays où je suis né ne soit pas seulement l'endroit de ma naissance, mais aussi l'endroit où je puisse m'épanouir.
aussi la poésie a été porteuse d'une identité, d'un désir de liberté, d'un désir d'affirmation aussi, d'affirmation collective de soi, c'est que la poésie est peut-être le genre aussi le plus près de la parole. Et on le remarque dans toutes les sociétés, lorsqu'il y a un début de littérature dans une communauté, c'est souvent par la poésie que la littérature va commencer à s'engager. C'est-à-dire passant d'une littérature souvent orale, de contes, de légendes, de récits, à une première forme écrite qui est près de la parole, la poésie. Alors que le roman vient beaucoup plus tard dans une société d'ailleurs plus avancée, souvent, et dans une forme de langage qui tend à s'éloigner de la parole première. Alors, c'est d'autant plus important pour le Québec que ces questions de langue, on le sait, ont toujours été au cœur de la vie, de l'existence du peuple canadien puis québécois, que la poésie rende compte de cette charge de la parole. Homme au labour des brûlés de l'exil, selon ton amour aux mains pleines de rudes conquêtes, selon ton regard arc-en-ciel, arc-bouté dans les vents, en vue de villes et d'une terre qui te soit natale. Je n'ai jamais voyagé vers autre pays que toi, mon pays. Un jour, j'aurais dit oui à ma naissance. J'aurais du froment dans les yeux. Je m'avancerai sur ton sol, ému, ébloui par la pureté de bête que soulève la neige. Un homme reviendra dans dehors du monde. J'ai copié. Je copie. Je n'ai pas eu d'influence, je copie. Parce qu'en imitant comme ça, j'ai assimilé les formes antérieures de la poésie, pour ainsi dire. C'était un temps d'apprentissage. Ingénuité, Alfred Desrochers, là. Je savais des pommes par cœur, j'avais écrit à 18 ans. C'était exactement comme Alfred Desrochers, mes ancêtres jadis, oui, hommes de forte race, de plein grand, d'aucune concession, en faisant tournoyer leur immortelle audace, dressaient sur l'inconnu leur camp de boiron, humanisaient du sol et traquaient des gagnages d'un seul tempérament, vainqueurs ou terrassés. La lutte leur était un essentiel ouvrage, ils mouraient sans remords dans le geste arboré. C'est du Desrochers, presque mot à mot. T'as dit c'est du Desrochers en d'autres mots et presque mot à mot. Et comme ça, j'imitais Baudelaire, Verlaine, Péguiop. Je marchais dans les rues de Montréal et je vais des rues les plus proches vers les rues les plus prochaines. C'est dans son poème des champs les plus proches vers les champs. Alors, non, mais je patausais là-dedans, j'étais incapable de m'en sortir. Il fallait que je passe par là. C'était vers 47, 49. J'en ai fait. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ignorais toute la poésie moderne de l'époque. Quand j'ai lu Éluard la première fois, en 48, je lis « Elle est debout sur mes paupières », j'ai dit, voyons. J'étais un peu en retard. J'aimais mieux quand il disait « Je fis un feu pour l'azur ». Ah, bon. Oh là là, ça va être bon, hein. Très bon. Comme ça. Bon, ça fait du bien, bon gros froid comme ça. Hein? 53, j'étais dans une taverne, on était des poèteros là en cours, là, puis on sortait nos affaires, puis on se disait ça, tu sais, dans une table au fond de la taverne, et un jour, comme ça, on lisait un peu fort, et tout à coup, je lève les yeux, et tous les gens qui étaient dans la taverne s'étaient rassemblés autour de nous, les gars qui buvaient le bière en regardant rien, tu sais, tout ça. En regardant, tu sais, ils écoutaient ça. Puis, il y avait un waiter qui, je me souviens, lui, tu sais, qui était comme ça, il avait son pied de main. Même les waiters étaient là, puis écoutaient ça. Hein? Puis, ben, moi, mon tour arrive, puis tout ça. Puis, le waiter, il dit, voyons là, c'est pas de même qu'on dit ça, vous l'avez pas. Il dit, c'est Christ de tabarnak, de style calvaire de Saint-Crème. Et moi, là, je venais d'avoir une révélation, là, un choc.
Parce que tout à coup, j'ai saisi ce que c'était le rythme de juron de la parole populaire canadienne-française. Et tout à coup, j'ai couru chez moi. Et là, je suis passé. J'ai commencé à écrire batège de batège, puis etc. Parce que c'était mon juron préféré. Je lisais la poésie québécoise, canadienne-française, alors. Et c'était plein de landes fleuries, de siroco brûlants, d'alizés tièdes, etc. Mais je me disais, mais... Bon, et moi, j'ai commencé à employer des mots d'ici, des épilobes, des clétonies, des jets bleus, des jaseurs des cèdres. Et tout à coup, c'est moi qui avais l'air exotique. J'étais le seul à... Il disait, ben, ça doit être des mots d'ailleurs, ça. Des mots de contrées lointaines. Alors que c'était les mots de leurs fleurs, de leurs arbres, les poissons de leurs eaux, les oiseaux de leur ciel. Hein? Il y a un autre poème, là, c'est le rythme du caleur. Hein? Hein, tu cales des 7. Des 7 carrés. Un petit coup, puis il saute crapaud, puis en été, il n'y a pas de carreau, les chemins sont beaux, l'hiver, en va l'odon d'un été, en va guidon des... Hein? Bon, ben moi, parfois, il y a aussi... Mon travail, ça a été aussi de faire passer, un peu comme Bartók a parcouru la Hongrie, a recueilli des musiques populaires et il en a fait aussi, il en a fait des musiques de haut style à partir de là. Hein? Mais moi aussi parfois. Par exemple, dans l'ombre de l'ombre. Remarquez bien, je varie les rythmes. Bon, là, la mort trébuchera dans sa dernière moisson, c'est le tragique de la mort, mais tout à coup, la mort devient une danse endiablée. Une danse endiablée, la mort aux yeux de chavirement de ciel et terre, en petits coups, des à-coups de vitesse aux manettes, au volant des roues, en petites gorgées de secousse de l'aveu, main caressable, en petits élans de kayak, en descente et culbute et cascade et toboggan. Hein? Tu vois? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui change tout? Hein? Non, mais oui, mais... Vous voyez, mais dans l'inconscient, je suis sûr que quand on lit ça, ça atteint l'inconscient. On ne sait pas quoi, mais ça touche quelque chose. Je fais un poème, là. Mettons, j'ai dit, je n'ai pas dit, quand il fallait le faire, ou ne pas le faire. Vous voyez que je vais assez vite quand même à la machine à écrire, parce que moi, j'ai eu une formation, j'ai eu la formation des 10 et 11e années de la province de Québec, comme dans tous les territoires britanniques, on avait besoin de clerk, de commis bureau à l'époque. Alors, j'ai été aiguillé dans ce cul-de-sac. Alors, mais ça me sert quand même. Je peux regarder la page blanche comme ça pendant des minutes et des minutes et des minutes. Et tout à coup, ça me remet en branle. Mais il faut que je reprenne tout le poème pour continuer à être dans la cohérence du poème. Nous, nos yeux vidés de leurs meubles, et tu frissonnes dans notre dos. Et tout le reste, là, tu es enceinte, terre de pays de Québec, d'un mal d'histoire, d'une nombreuse désespérance.
Et tout à coup, ça, je m'aperçois que ça ne va pas dans le poème. Dans un élan d'amour agonique, nous avons dirigé. Ça vaut rien. C'est du bois mort dans le poème. Mais il y a l'embryon d'un autre poème à travers celui-là. Mais là, je vais commencer à organiser cette matière. Parce qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un poème dans un poème. Non, mais c'est vrai. Alors, et tout à coup, il y a toutes sortes d'autres éléments dont je m'aperçois qui ne sont pas dans le poème. Alors, j'élague. Je me suis aperçu que le poème, c'était les vers que j'ai indiqués ici. C'est ça, le poème, là-dedans. Et ça va devenir les siècles de l'hiver. Le gris, l'agacé, le brun, le farouche. Tu craques dans la beauté fantôme du froid. Dans les marées de bouleaux, les confréries d'épinettes, de sapins et autres compères. Parmi les rocs occultes et l'hostilité. Pays chauve d'ancêtres, pays, tu déferles sur des milles de patience à bout, en une campagne affolée de désolement. Nous, nos amours vidés de leurs meubles, nous, comme empesés d'humiliation et de mort. Et tu ne peux rien dans l'abondance captive, tu frissonnes à petit feu dans l'or. Et tu ne peux rien dans l'abondance captive, tu frissonnes à petit feu dans notre dos. C'est une façon de se découvrir, la poésie. C'est un instrument de connaissance de soi extraordinaire. Et quand on lit de la poésie, on peut faire ce même travail aussi. Parce que quand on descend profondément en soi, on rejoint aussi. On rejoint les autres. Il y a une espèce de vase communicant, d'identification et aussi de correspondance qui fait que, ah oui, lui c'est comme ça. Tout à coup on s'appelle, moi c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Tu sais, on se découvre même en lisant. Alors, en plus du frère Alfred, donc, j'avais des professeurs assez extraordinaires aussi, et j'aimais beaucoup le frère Laurent, qui, je pense, m'aimait beaucoup aussi, et qui m'apportait des livres de la bibliothèque des professeurs. Et un jour, il m'a apporté le Cid de Corneille. J'ai été submergé par l'amour de Don Rodrigue et de Chimène. Et j'étais devenu Don Rodrigue et Chimène, ma Chimène, c'était aussi la mienne. Et je pense que c'est de ce moment-là que j'ai perdu ma vocation. Je me suis découvert un amour incommensurable, quasiment, pour la femme. Et c'est Chimène qui a été le déclic ou la révélation de cette prise de conscience. Que, au fond, c'est de cet amour-là que je voulais, d'un amour humain. Bon, chaque jour, je m'enfonce dans ton corps et le soleil vient bruire dans mes veines. Mes bras enlacent ta nudité sans rivage, où je déferle pareil à l'espace sans bord. Sur les pentes d'un combat devenu total, au milieu de la plus quotidienne obscurité, je pense à toi tel qu'au jour de ma mort. Chaque jour, tu es ma seule voix céleste. Malgré l'érosion des peines tourmenteuses, je parviens à hisser mon courage faillible. Je parviens au pays lumineux de mon être que je t'offre avec le goût d'un cours nouveau. Amour, sauvage amour de mon sang dans l'ombre, mouvant visage du vent dans les broussailles. Femme, il me faut t'aimer, femme de mon âge,
comme le temps précieux et blond du sablier. J'ai toujours essayé d'en arriver à une poésie qui a une hauteur de maturité. J'ai peut-être pas réussi parce que je suis torturé, plein de contradictions aussi. J'étais névrosé aussi, moi, par rapport à l'amour, par exemple. Bon, j'étais névrosé. Je faisais tout dépendre je faisais toujours tout dépendre de la femme quand il y avait échec. Oui. Et il y avait un certain chantage inconscient, si tu ne m'aimes pas, si tu pars, etc., je vais me suicider, je vais me détruire, etc. Il y avait beaucoup de... J'étais assez névrosé, moi, à l'époque. Et c'est la poésie un peu, c'est ça le travail d'élucidation aussi, un travail. C'est une espèce de psychanalyse aussi, la poésie. Tiens. Ah! Alors, ton poème a Le fini. poème d'automne. Le poème a fini par trouver sa destinataire. Oui. Ouais. Il l'avait trouvé. Ben oui, d'accord, C'est un poème. mais là, il est explicitement... C'est pas un chiffre heureux, c'est un poème d'il y a 13 ans. Oui, d'accord, mais quand même, il n'a jamais été publié en livre. Dans le cours de l'automne alchimique, nous faisons l'amour d'aussi loin que longtemps, avec des conséquences hors de ce monde. Puis, nous avons quitté nos corps d'apesanteur. Cet amour au noir, dans une vie à l'autre. Je vis depuis d'une blessure à tête de phare, par-delà le tintement des choses éteintes. Il faut dire, cet amour au noir d'une vie à l'autre, c'était l'époque où on s'est connus, où j'étais mariée, Oui. où ça paraissait impossible de vivre ensemble. Alors, Oui, cet il y a aussi l'amour au noir d'une d'une vie à l'autre, c'est tout le processus alchimique de l'amour. de transformation. De transformation de l'amour en or. C'est comme ça que tu vois ça? Oui. On ne le savait pas à ce moment-là. Vous le savez-tu à ce moment-là? Ben, je le devinais, oui. C'est toujours prophétique, la poésie. Imagine-toi quand... C'est prophétique, la poésie. On s'écrit toujours C'est-à-dire à que la l'avance. poésie, c'est ce qui va arriver. Oui. Moi, je On parle. s'écrit toujours à l'avance. Ah oui. Moi, j'ai toujours Moi dit aussi, ça c'est ça. depuis que j'écris. On s'écrit toujours à l'avance. Et c'est après qu'on se dit, ah bon, mais c'était déjà écrit dans un poème. Quand on cherche, on trouve. Quand on ne trouve pas, on cherche. Bon. Mais tu vois, Et ce qui m'avait beaucoup impressionné, moi, c'est la première fois que je suis allée chez lui au Carré Saint-Louis. Dans son monde, à lui. Hein? Parce qu'on s'était vu toujours dans des lieux publics. Et un soir, bon, je vais chez lui. Et je pense qu'on avait passé presque la nuit à parler. Tu avais sorti tes carnets noirs, là, où tu écrivais du temps du collège. oui. Il y avait une pièce entière où il y avait des piles de journaux. Moi, je découpe tout, hein. Tout est classé par thème, ou par sujet, ou... Et au fil de la conversation, en disant, ça vous intéresse, tel écrivain, ben attendez, sur ces lignes, j'ai quelque chose de formidable, 1 minute, ouvrez la porte. Histoire de Goglu, oiseaux, les oiseaux. Regarde, moi, je suis un amateur d'oiseaux, hein. Fouillez dans ces piles de journaux, sortait l'article. Les fleurs, je découpe tout ce qu'il y a sur les fleurs, regarde. Vous voyez, en 72, on a écrit ça. J'en ai d'autres aussi dans la cave, parce que ça, c'est les plus récents.
tous les interviews d'écrivains québécois. J'ai un article formidable, j'ai un dossier sur tel écrivain que vous aimez. Ce qui est classé, c'est parce que je l'ai lu. Tout ça, là, c'est parce que j'ai pas encore lu. Ça avait été, j'ai pas vu passer le temps, une soirée, une nuit extraordinaire. J'avais l'impression de découvrir la littérature, alors que j'aimais ça depuis des années. Moi, ça a changé mon rapport à la littérature de rencontrer Gaston. Moi, j'avais un rapport à la littérature de refuge. Pour moi, la littérature, c'est ce qui n'arrivait pas dans ma vie. Hein, je lisais comme on se réfugie dans un monde qui est mieux que ce qu'on vit. Avec Gaston, j'ai compris que la littérature, c'était dans la vie. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout d'une attitude de curiosité vis-à-vis de tout. Et j'ai l'impression, justement, quand j'écris, que, je sais pas, il me semble que je ne vis pas. Il y en a d'autres qui disent au contraire, c'est là qu'on vit le plus et davantage. Moi, je n'ai jamais ressenti des choses comme ça. C'est le contraire. Il me semble que quand j'écris, je manque la vie. Je manque ce qui se passe dans la vie. Je manque de me promener. Je manque la nature. Je manque le monde. C'est pas une vache sacrée pour moi, l'écriture. C'est une activité parmi d'autres. C'est une manifestation, une expression de soi, une découverte de soi, un appel à d'autres hommes aussi, à d'autres hommes libres. L'histoire des patriotes, là, c'est la première édition, ça. Avant Durham, donc 1848, avant ça, déjà au début du siècle en France, il y a des critiques qui émettent la même idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'histoire au Canada. Alors, c'est une idée qui est dans l'air. Durham reprend une idée qui est dans l'air. Je ne sais pas, peut-être. Ah oui, est-ce qu'il la l'ai dans reprend plusieurs ou textes. il constate lui aussi, alors, donc il la confirme. Oui, j'imagine qu'il croyait lui aussi qu'il n'y avait pas de Parce que, tu vois... mais c'est pas lui qui en est l'inventeur. Non, autour d'un mot fameux, ils sont un peuple sans histoire et sans littérature de l'ordre Durham. Mais ce qu'on sait, c'est que l'abbé Casgrain, par exemple, quand il va lancer une idée d'une littérature nationale, c'est en réaction à Durham et c'est dans la mouvance de ce que Garneau a fait pour son histoire. Il fallait donner donc une histoire et une littérature à ce peuple-là. Parce que mon grand-père, lui, avec ses frères, hein, c'était des fondateurs de pays. Pour moi, c'était des hommes grand format, hein, grand format d'histoire. Ils avaient ouvert des rangs ici, ils avaient défriché des terres, hein, ils avaient fait du bois. Enfin, c'était des fondateurs de pays. Alors, pour moi, c'était impensable dans ma tête qu'ils ne sachent pas lire. Et un jour que je lisais mes journaux, il me demande, mais il dit, qu'est-ce que tu fais, Gaston? Alors je le regarde, j'ai dit, voyons, grand-papa, je lis. Il dit, tu sais, je donnerais le monde pour savoir lire et écrire. Ah oui. Moi, j'ai été comme pétrifié par ça. Et là, il ajoute, il dit, tu sais, quand on ne sait pas écrire, on est toujours dans le noir. Là, c'est comme si tout le noir de leur vie était entré en moi d'un coup. Puis, je pense que là, j'ai voulu... je me suis senti coupable, mais à la fois, j'ai voulu dire, il faut absolument que je témoigne pour ces gens. Même s'ils ne savent pas lire ou écrire, s'ils sont pauvres, s'ils sont les derniers de la terre, les damnés de la terre dans les concessions, etc., ben, ils sont dignes de vivre aussi. Partir de rien, parce qu'on n'était rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Errant en ce peuple
et dans sa langue errante, ce peuple qui n'en finit plus de ne pas naître. En 80, j'ai vu des gens, le soir du référendum, faire la danse du scalp sur une estrade. Et puis, etc., on a gagné le référendum, à bas l'indépendance! Hein? On entendait fuser des trucs comme ça, mais de gens intelligents. À bas l'indépendance! Au temps de la guerre d'Algérie, tous ces gens-là étaient pour l'indépendance d'Algérie, étaient pour l'indépendance du Vietnam, de Cuba, etc. Ils ont été pour toutes les... sauf la nôtre. Et moi, je me souviens qu'en 1975, Abdel Anwar Malek, grand sociologue égypto-français, à Gérald et à moi, un soir, qu'on dînait chez Gérald, il nous avait dit, ce que je comprends pas ici, comment ça se fait que vous êtes pour tout le monde dans le monde, excepté pour vous autres? Pour tous les peuples de la Terre, le mot indépendance, c'est un des plus beaux mots. Hein? C'est dans tous les dictionnaires, c'est un des plus beaux mots. Puis ça signifie la liberté. J'ai dit oui à ma naissance. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Nous entrerons là où nous sommes déjà. Les mots nous regardent. Le mot liberté, le mot égalité, le mot fraternité. Ils nous demandent de partir avec eux jusqu'à perte de vue. Car il n'est pas question de laisser tomber notre espérance. Mais la poésie, c'est un dire de soi à l'autre, comme dit Gaston, mais dans des formes qui recouvrent une nécessité pour un peuple d'exister avec un passé, d'exister avec des formes de langue du présent et un projet d'avenir. Je me ferai porteur de ton espérance, veilleur, guetteur, coureur, à l'heure de ton avènement, un homme de ton réquisitoire, un homme de ta patience raboteuse et varlopeuse, un homme de ta commisération infinie, l'homme artériel de tes gigues, dans le poitrail effervescent des poudreries, dans la grande artillerie des couleurs d'automne, dans tes hanches de montagne, l'accord comète de tes plaines et l'envol minéral de tes villes. Devant toutes les prières de Chahuan qui huent dans la lune, devant toutes les compromissions en peau de vison, devant les héros de la bonne conscience, les émancipés malingres, les insectes des belles manières, devant tous les commandeurs de ton exploitation, de ta chair à pavé, ta sueur à gage. Mais donne la main à toutes les rencontres, pays, toi qui apparais par les chemins défoncés de ton histoire, aux hommes debout dans l'horizon de la justice, qui te salue. Salut à toi, territoire de ma poésie. Salut à vous, les hommes et les femmes, des pères et mères de l'aventure. Dans le fond, la poésie, c'est ce qui se transmet d'un homme et d'une femme à l'autre. Hein? Comme ça, comme un fil d'Ariane à travers les siècles. Ça sera jamais... oui, il peut arriver quelques moments de poésie où collectivement... on se retrouve tous, etc. Mais en général, c'est à travers le labyrinthe
du monde et de la vie, et des êtres, et des situations et tout. Hein? On écrit, tourne une bouteille à la mer, et quelqu'un la trouve et la transmet à quelqu'un d'autre. Hein?